Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler une quête que je crois on partage tous, celle de la sérénité. C'est vrai, non? Dans ce monde qui va à 100 à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour trouver un peu de paix intérieure? Eh bien, on va voir que parfois, les réponses les plus pertinentes se trouvent dans des sagesses très très anciennes. Alors, pour commencer, une vraie question qui bouscule un peu. Est-ce que notre esprit est un outil qu'on maîtrise ou est-ce que c'est lui qui nous contrôle? L'auteur Eckhart Tolle dit quelque chose de très juste là-dessus. Il dit que notre mental, c'est un instrument absolument génial, mais à une condition, qu'on sache s'en servir. Parce que sinon, eh bien, c'est lui qui se sert de nous. Et voilà, on touche au cœur du problème. La plupart du temps, si on est honnête, on n'est pas vraiment là. Notre esprit, il est tout le temps en train de voyager. Soit il nous ramène dans le passé pour tout ressasser, soit il nous projette dans le futur, histoire de bien nous angoisser. Et cette espèce de fuite permanente, cette incapacité à être juste ici, maintenant, c'est ça pour beaucoup de philosophes, la véritable racine de notre mal-être. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? La première piste qu'on va explorer, elle nous vient de loin, de la Grèce antique. On va plonger ensemble dans le pouvoir de la perception avec une philosophie qui est, vous allez voir, étonnamment concrète, le stoïcisme. Alors l'idée de base des stoïciens, elle est d'une simplicité mais d'une puissance. Ils nous disent, en gros, le monde se divise en deux. D'un côté, il y a tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Les événements, ce que pensent les autres, le passé, c'est pas la peine de s'y épuiser là-dessus, c'est la frustration assurée. Et de l'autre côté, il y a le seul domaine où on est le roi, où on a un pouvoir total, nos jugements, nos réactions, nos choix. C'est là et seulement là que se trouve notre vraie liberté. C'est ce qu'ils appelaient notre citadelle intérieure. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Épictète, qui était un esclave avant de devenir un grand philosophe, le disait déjà il y a presque 2000 ans. Écoutez bien, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. C'est énorme en fait. Ça veut dire que ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous fait souffrir, mais l'histoire qu'on se raconte à son sujet. Le vrai pouvoir, il est là, dans notre regard. Ok, on a vu la perception. Maintenant, passons à une autre idée clé, la pratique de la présence. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'on va voir à quel point cette sagesse millénaire est en fait super moderne. Chez les stoïciens, et en particulier chez l'empereur Marc Aurèle, il y avait un exercice mental fondamental. Ils appelaient ça circonscrire le présent. L'idée est simple. Il s'agit de tracer une ligne, de se couper mentalement de ce qui est terminé, le passé, et de ce qui n'est pas encore arrivé, le futur. Au fond, la seule chose qu'on possède vraiment, c'est l'instant présent. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien regardez, voici la définition moderne de ce qu'on appelle la pleine conscience ou mindfulness par Jon Kabat-Zinn. On dirait presque un copier-coller de l'exercice stoïcien. C'est la même idée centrale, à des siècles de distance. Revenir à l'instant, ici et maintenant, et surtout, sans juger. Et pour que ça ne reste pas juste une belle idée, voilà un petit exercice très simple, très concret. Une pause de 3 minutes qui peut vraiment faire une différence. D'abord, juste se concentrer sur sa respiration, sentir l'air qui entre, l'air qui sort. Ensuite, porter son attention sur les sensations du corps. Tiens, le contact des pieds sur le sol, par exemple. Et enfin, juste observer les pensées qui défilent, un peu comme des nuages dans le ciel, sans essayer de les retenir. C'est tout bête, mais c'est un moyen hyper puissant de se reconnecter à l'instant présent. Bon, attention, une petite nuance importante. On a souvent l'image du stoïcien comme quelqu'un de froid, sans émotion, un peu comme un roc. Mais la question, c'est est-ce que le but est vraiment de tout effacer, d'éliminer toutes nos émotions? Voyons un peu comment on peut apprendre à vivre avec nos passions. Là-dessus, on a un peu deux écoles qui s'opposent. D'un côté, on a l'idéal stoïcien, l'apatheia. C'est l'idée d'attendre la tranquillité en se libérant complètement des passions, de ces émotions qui nous submergent. Et de l'autre, on a une vision, disons, plus moderne, celle de Rousseau par exemple. Pour lui, vouloir éliminer nos passions, c'est non seulement impossible, mais ce n'est même pas souhaitable. Le vrai challenge, c'est d'apprendre à composer avec. Ok, donc si on ne les supprime pas, comment on fait pour les gérer, ces émotions? Eh bien, il existe un exercice spirituel pour ça qui est assez inattendu. On va laisser de côté les grands textes compliqués pour un instant. La réponse, c'est le rire. Oui, le rire. Tout simplement. Et sans mauvais jeu de mots, ce n'est pas une blague. Le rire, ça a des effets bien réels, physiologiques et psychologiques. D'abord, ça libère des endorphines, les fameuses hormones du bien-être qui luttent contre le stress. Ça envoie aussi un signal à notre cerveau qui dit « tout va bien, pas de danger ». C'est aussi un super outil pour créer du lien social. Mais surtout, le rire, ça permet de prendre du recul, de mettre un peu de distance avec ce qui nous fait souffrir.
Tout ça nous amène tranquillement à notre dernière partie. On va parler du bonheur, mais d'un bonheur singulier, propre à chacun. Parce qu'après avoir vu tous ces outils, il est peut-être temps de se poser la question, est-ce qu'il existe vraiment une recette pour être heureux ? Et là, on arrive à un point crucial. Il est parfaitement résumé par le philosophe Roger-Paul Droit. Il dit « La philosophie ne fait pas le bonheur, et c'est tant mieux ». C'est une phrase un peu provocatrice, mais tellement juste. Parce que si la philosophie donnait une recette miracle, ce serait nier toute la complexité de qui on est, de nos vies. En fait, la recherche du bonheur, ce n'est pas trouver une formule magique universelle. C'est plutôt s'embarquer dans un voyage qui est unique, personnel. Et la sagesse ancienne, dans tout ça, elle ne donne pas la destination finale. Non. Elle donne plutôt des outils pour le voyage. Une boussole pour savoir où on va, une carte pour éviter les pièges et des techniques pour savoir comment naviguer quand ta mer est agitée. Donc, pour résumer, la sagesse ancienne nous tend une carte, mais c'est à nous de faire le voyage. La vraie question au final, ce n'est peut-être pas comment être heureux de manière générale, mais plutôt à quoi ressemble mon bonheur singulier. Voilà, je vous laisse avec cette question. Merci beaucoup de votre écoute.